de ne pas venir aujourd'hui, il a été retenu. Donc c'est moi, Dr Botalbi, assistant santé publique au service ORL CHU Bijaya. Permettez-moi de vous présenter les rhinosinusites et ses complications. Il s'agit d'une étude rétrospective dans notre service durant 5 ans. Avant cela, on va faire des petits rappels et quelques définitions, des rappels anatomiques, physiologiques et physiopathologiques. Les sinus, merci. Ce sont des cavités aériennes, osseuses, creusées dans le massif facial. Donc, le premier sinus qui apparaît dès la naissance, il est mature, c'est le sinus ethmoïdal. C'est un sinus qui est situé entre les deux globes oculaires. Il arrive à maturité à l'âge de 5 ans, d'où la fréquence des sinusites ethmoïdales chez le petit enfant. Ensuite, le sinus qui vient en maturité en deuxième lieu, c'est le sinus maxillaire, qui est situé juste au-dessus du globe oculaire, et il est en rapport avec la cavité buccale, essentiellement avec les dents sinusiennes, la première et la deuxième prémolaire. Le troisième sinus qui arrive à maturité à l'âge de 13-14 ans, c'est le sinus frontal, qui est situé au-dessus de la cavité orbitaire. Et enfin, le sinus sphénoïdal, qui est un sinus très postérieur, qui arrive à maturité à l'âge de 14 et 15 ans. Donc, ces sinus présentent des rapports anatomiques essentiellement avec le globe oculaire. Tous les sinus ont un rapport anatomique avec le globe oculaire. Le sinus maxillaire avec sa paroi supérieure, les sinus frontal avec sa paroi inférieure qui constitue le plafond de l'orbite, et la paroi interne qui est constituée en avant par le sinus ethmoïdal et sphénoïdal en arrière. Ces cavités aériennes communiquent avec les fosses nasales à travers des ostiums. Ce sont des ouvertures qui permettent d'aérer et d'évacuer les sécrétions des sinus dans les fosses nasales. La muqueuse des sinus est de même type que la muqueuse des fosses nasales. C'est une muqueuse de type respiratoire, à savoir elle présente des cellules ciliées et des cellules mucipares. Donc les rapports anatomiques importants, ce sont les globes oculaires et la cavité crânienne, l'endocrâne, avec la dure mère et son contenu, c'est-à-dire le cerveau. Donc, rhinosinusit, il est défini par l'inflammation de la muqueuse de recouvrement des fosses nasales et des sinus. Donc la durée permet de déterminer. Inférieur à 3 semaines, ce sont des sinusites aigus. Supérieur à 3 mois, c'est des sinusites chroniques. Entre les deux, c'est des sinusites subaigus. C'est une pathologie fréquente. Un peu d'épidémiologie, nous avons pris le cas des États-Unis. On retrouve 37 millions de cas de rhinosinusites aigus, 33 millions de sinusites de personnes qui souffrent de rhinosinusites chroniques, avec un important coût pour les sinusites aigus et chroniques. Prochainement. Très bien. Prochain, s'il te plaît. Très bien. La physiopathologie, au début, l'infection concerne la muqueuse nasale, plus ou moins s'il y a des anomalies anatomiques. L'exemple, c'est les déviations de la cloison, la présence de tumeurs bénignes ou malignes au niveau des fosses nasales, et la maladie de la muqueuse. Le cas le plus fréquent, c'est les sinusites allergiques. Il y aura une obstruction ostiale des sinus, réduisant la clairance mucociliaire. Et la stase des sécrétions, ensuite il y aura une surinfection bactérienne secondaire. En bactériologie, dans les rhinosinusites aigus, on retrouve le streptocoque pneumoniae, l'hémophilus influenzae, le mycoplasme catarrhalis. Par contre, dans les rhinosinusites chroniques, on retrouve les mêmes germes des sinusites aigus, avec présence des staphylocoques, pseudomonas et les anaérobies. Sur le plan clinique, il existe 2 causes fréquentes, d'étiologie des rhinosinusites. La première porte d'entrée, c'est les portes d'entrée nasales. Ce sont les rhinopharyngites, sauf pour les sinus maxillaires qu'on peut avoir une porte d'entrée qui sont les caries dentaires. Donc, cliniquement, ça commence par un coryza, un petit rhume, une infection ou une infection dentaire pour les sinus maxillaires. Les signes généraux, c'est la fièvre et l'asthénie. On retrouve des céphalées, des algies faciales. Ce sont des céphalées un peu particulières avec des signes topographiques au regard des sinus. On regarde du sinus maxillaire au-dessus de la paupière, au-dessus de l'œil,
Les sinus frontaux, pour les sinusites frontales, c'est des douleurs au-dessus de l'orbite. Les sinusites ethmoïdales, ce sont des douleurs entre les deux yeux, entre les deux angles internes des yeux. Pour les sinusites sphénoïdales, c'est des céphalées qui sont profondes, difficilement localisables. Et c'est une céphalée, et c'est des douleurs qui sont un petit peu particulières. Ils ne sont pas soulagés par les antipyrétiques, ni par les ontalgiques, ni par les ANS, qui sont augmentées lors de la position de la tête si le patient se penche vers l'avant. Soulagés par contre par le mouchage et soulagés par la prise des décongestionnants. On retrouve les signes usuels de la pathologie de l'appareil nasal, c'est le nez bouché et le nez qui coule, une fièvre, un œdème en regard des sinus. Par contre, dans les sinusites chroniques, la symptomatologie elle est faible, elle est petite, voire polysymptomatique, un seul symptôme. Habituellement moins douloureuse, l'obstruction nasale qui peut passer inaperçue, rhinorrhée antérieure ou postérieure, antérieure s'il s'évacue par l'orifice narinaire, postérieure, c'est une rhinorrhée qu'on retrouve à l'examen de la cavité buccale, c'est le pus qui ruisselle dans l'oropharynx. Voire des signes d'anosmie, ou d'éposmie, c'est trouble d'odorat. Le diagnostic se fait à l'examen clinique, grâce à une source de lumière, on retrouve un ruissellement de sécrétion purulente qui provient au niveau des mias. Pour le traitement. Sinon, le traitement des rhinosinusites aigus fait appel. Ok, très bien. Le traitement des rhinosinusites aigus, c'est une antibiothérapie à 2 semaines. Oui, ok. Très bien. L'antibiotique usuellement fréquemment utilisé, c'est l'amoxicilline. Ces résistances, on passe à l'amoxicilline avec acide clavulanique, voire les céphalosporines. Il est intéressant d'utiliser les décongestionnants nasaux pour libérer l'ostium afin de drainer le sinus et de calmer la douleur et de permettre un traitement efficace des sinusites, antalgiques et antipyrétiques, voire des aérosols. Par contre, dans les sinusites chroniques, il faudrait faire un traitement étiologique, c'est-à-dire rechercher une cause, une allergie, une pathologie, une déviation de la cloison, une anomalie anatomique, et l'usage aussi des corticoïdes locaux, de l'immunothérapie et des antileucotriennes. Okay. Les complications des sinusites, ce sont des complications liées à leurs limites anatomiques. Principalement, ce sont des complications oculo-orbitaires et des complications endocrâniennes. Okay. Suivante. Le matériel et méthode, il s'agit d'une étude rétrospective sur 39 cas de sinusites compliquées colligés au service ORL, au CHU de Bijaya sur une période de 5 ans. Les résultats, on retrouve une prédominance du sexe masculin et de la petite enfance, 20 cas de pédiatrie. Le motif de consultation, on retrouve les complications ophtalmologiques avec l'œdème palpébral dans 22 cas, ensuite l'obstruction nasale, la rhinorrhée et l'exophtalmie dans 5 cas, les douleurs sinusiennes dans 4 cas et l'altération de l'état général dans 3 cas. Là, on peut conclure qu'il y a un retard de diagnostic des sinusites chez l'enfant. Les complications ophtalmologiques, selon la classification de Chandler, nous avons des sinusites de stade 1 à 5 qu'on va aller décrire et nous avons une fréquence importante des cellulites précipitales. Le stade 1 ou cellulite précipitale, il s'agit d'un œdème inflammatoire de la paupière. Il se présente cliniquement par un œdème au niveau de l'angle interne de l'œil. La paroi latérale du sinus ethmoïdal, il constitue la paroi interne de l'orbite. Donc, l'inflammation de la muqueuse progresse par contiguïté en traversant la sous-muqueuse, le périoste, l'os, et il peut s'étendre en contenu de l'orbite. Dans ce cas, il s'agit d'un simple œdème au niveau de la paupière, qui se localise au niveau de l'angle interne, sans collection, sans atteinte du contenu orbitaire. Cliniquement, c'est une rhinopharyngite fébrile avec des céphalées intenses, l'enfant qui pleure, avec un œdème
Là, le traitement, il est purement médical et l'évolution, il est favorable. D'où la nécessité de penser au sinusite ethmoïdal chez l'enfant, car il s'agit du seul sinus qui est présent à cet âge-là. Okay, suivant. Le stade 2, c'est une cellulite orbitaire. On retrouve à l'examen scanographique un épaississement du tissu cellulogrusseux au niveau de l'orbite, avec exophthalmie et épaississement des parties molles de l'orbite. Là aussi, le traitement médical peut être suffisant avec observation dans les 40 premières heures, sinon on est amené à intervenir chirurgicalement. Le stade 3, il s'agit... Le stade 3, il s'agit d'un abcès supérieur-sté. L'infection a provoqué une collection purulente entre la paroi interne de l'orbite et son contenu. Là, il s'agit d'une urgence chirurgicale. Il se manifeste cliniquement par un œdème au niveau des paupières, une exophthalmie. Voilà. Stade 4, l'abcès orbitaire. Voilà. Sinon, les signes cliniques de l'urgence au niveau orbitaire, c'est la paralysie des muscles oculomoteurs, c'est l'atteinte de l'acuité visuelle avec absence de réflexe photomoteur et l'exophthalmie quand il est non réductible, il s'agit d'une urgence chirurgicale. Les complications endocrâniennes, nous avons eu un cas de méningite et 2 cas d'empième pseudurale. Très bien. Les thrombophlébites de sinus caverneux, il faut savoir que les sinus, ils sont drainés par des veines. La plupart des veines se jettent au niveau de la veine jugulaire. Par contre, les sinus présentent un petit drainage au niveau cérébral, c'est-à-dire le sang veineux remonte jusqu'au cerveau chez un collecteur veineux qui est situé de part et d'autre de la selle turcique. On appelle le sinus caverneux et c'est un élément de passage de la carotide interne, des muscles, des nerfs oculomoteurs et de nerfs optiques. Donc cliniquement, il s'agit d'un œdème avec ecchymose orbitaire par la rétention veineuse, avec paralysie du muscle oculomoteur, chute de l'acuité visuelle, abolition de réflexe oculomoteur. Il s'agit d'une urgence médico-chirurgicale et dont le pronostic est très sévère. La conduite thérapeutique, traitement médical dans toutes les formes, durée d'hospitalisation entre 7 et 20 jours, en moyenne 10 jours, séance d'aérosol, michage à la xylocaïne nafazolinée, il s'agit d'un décongestionnement, c'est un dérivé d'adrénaline, antibiothérapie parenterale probabiliste, antipyrétique, méningite. Dans les méningites, le traitement antibiotique est parentéral à dose forte, voire double antibiothérapie. Le traitement chirurgical, il s'agit de drainer sous anesthésie générale le sinus atteint. Le traitement chirurgical est impératif dès que l'abcès est confirmé ou suspecté. Si l'acuité visuelle est diminuée, en cas d'ophtalmoplégie, paralysie des muscles oculomoteurs ou d'aggravation de l'exophthalmie. La non-régression des signes inflammatoires après 48 heures de traitement antibiotique. Le drainage par voie externe, là il s'agit d'une ethmoïdite avec abcès préciptal. L'incision a été faite au niveau du sourcil et de la paroi latérale de l'orbite jusqu'à l'os de la paroi interne de l'orbite, évacuation de l'abcès et mise en place d'un drainage et pour faire des lavages. Discussion. La prédominance masculine est retrouvée dans notre série et également retrouvée dans la littérature. Le bilan radiologique prend toute sa valeur dans le diagnostic et la surveillance des sinusites compliquées. L'infection sinusienne peut se propager de proche en proche vers les tissus avoisinants, surtout les structures osseuses. Propagation par contiguïté. Deuxième type de propagation, c'est par continuité. Les différentes connexions vasculaires veineuses entre les veines sinusiennes et les veines durales et ophtalmiques expliquent le mécanisme de développement des complications oculo-orbitaires et endocrâniennes. Les complications orbitaires sont les complications les plus fréquentes et les plus graves. Dans 88% des cas, elle fait suite à une ethmoïdite aiguë.
En conclusion, les sinusites compliquées peuvent compromettre le pronostic fonctionnel, la vision, l'oculomotricité ou vitale. L'imagerie, et principalement, c'est la TDM, joue un rôle important dans le diagnostic. Le bilan lésionnel et la surveillance de cette affection susceptible d'engager le pronostic fonctionnel, voire le pronostic vital. Je vous remercie. Merci le docteur Boutalbi.